essentiel. On sait qu'une trêve a été conclue entre Israël et le Hamas après 2 semaines de violence. Alors, plusieurs questions. Stéphane, est-ce que cette trêve est solide? Est-ce qu'on risque pas de nouveaux tirs de roquettes sur Tel Aviv, par exemple, la semaine prochaine en pleine élection? Ouais, d'abord, voyons peut-être ce que le Hamas a obtenu. Il a obtenu la réouverture des points de passage fermés depuis 15 jours, l'augmentation du nombre de camions quotidiens autorisés à franchir la frontière, l'augmentation des sommes autorisées d'argent du Qatar, ces fameuses valises pleines de billets, un petit peu genre mafia, l'augmentation du transfert d'électricité et de fuel, et puis ce qui a surpris tous les Israéliens pendant la nuit, en tout cas ceux qui suivent les informations, les actualités, c'est la permission aux pêcheurs de Gaza de reprendre la mer. Ça s'est passé à 6 heures ce matin. Et surtout, l'élargissement de la zone de pêche à 28 kilomètres du rivage. C'était jamais arrivé. C'était 9 kilomètres après 12. Et puis maintenant, c'est 28 kilomètres. C'est quand même très loin du rivage, Jim. Et ça pose des problèmes au niveau du contrôle, notamment du trafic d'armes. Et on se demande ici, quelque peu, avec les autres journalistes de la MENA, on s'est demandé si c'était pas une sorte de bonus pour avoir bombardé Tel Aviv et puis la zone du pourtour de Gaza. C'est très surprenant quand même. Et puis c'est pas une dépêche qui est annoncée à la cantonade, c'est-à-dire que la plupart des Israéliens l'ignorent. Ça fait pas les gros titres ni de la télévision ni de la radio. Voyons ce qu'Israël a obtenu en contrepartie. Israël a obtenu la cessation des tirs de roquettes, en principe. Et les tentatives du Hamas de contrôler les manifestations du vendredi et les tirs de ballons incendiaires. C'est vrai que les factions islamiques ont plus ou moins réussi à démontrer ce week-end que lorsqu'elles le voulaient, elles en étaient capables. Mais la trêve est fragile, et le Hamas n'est pas homogène. C'est Sami El-Soudi qui nous l'avait expliqué il y a presque 1 an en exclusivité pour cette même émission. Il y a de nombreux opposants, même au sein du Hamas, qui sont contre la trêve, qui sont opposés. Témoin les tirs samedi et dimanche. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, il y a quand même eu 6 roquettes tirées sur Israël. Et l'analyse, elle est assez grave, elle est assez lourde. C'est que c'est en fait les factions islamiques de Gaza qui décident la guerre et des trêves, pas Israël. Ils décident la guerre en tirant des roquettes sur Tel Aviv et sur le pourtour de Gaza, et ils décident la trêve en acceptant plus ou moins de cesser de tirer. On vient de voir ce que ça signifiait, cesser de tirer, c'est-à-dire pas cesser complètement de tirer, mais baisser le nombre de roquettes tirées sur Israël. Et en fait, Jim, la situation, elle est la même ce lundi qu'avant les 3 tirs sur Tel Aviv. Le Hamas, le djihad, etc., ont toujours la capacité de tirer à nouveau, et même sur Tel Aviv, même plus loin que Tel Aviv. Ils ont des roquettes intactes qui ont maintenant 120 kilomètres de portée. Et notre unique force de dissuasion, c'est la menace de les frapper fort et de les détruire. Mais cela, ça existait déjà il y a 2 semaines également. On n'a rien changé par l'opération militaire. Stéphane, certains journalistes affirment, dans vos articles, notamment du côté de la MENA, que Benyamin Netanyahou, il aurait lui-même donné l'ordre de faire le moins de victimes possible du côté du Hamas. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, parce que si Tsahal tuait des terroristes, la confrontation aurait enflé et Israël aurait été contraint d'engager une offensive terrestre. Ça nous aurait aussi obligé à compter des soldats morts. Et à 1 semaine des élections, sans résultat tangible, et soyons absolument clairs, pour les Israéliens en termes de résultats tangibles, nous parlons de l'anéantissement des milices islamiques et du Hamas, rien de moins, c'est ça le résultat tangible. C'est à ça qu'on s'attendait avant l'ouverture de l'opération militaire. Ça passerait très très mal dans l'opinion israélienne. Alors est-ce qu'on peut dire que le Hamas a tenu Tsahal en échec lors de ces 2 dernières semaines? Non, c'est plutôt le gouvernement qui tient Tsahal en échec. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Tsahal a anéanti les positions des troupes d'élite des gardiens de la révolution iranienne à Alep. Les gardiens de la révolution, c'est les meilleurs soldats de la République islamique d'Iran, tout simplement. Et c'est bien plus compliqué de régler leur compte à ces milices iraniennes surarmées, surentraînées qu'aux 30 000 miliciens terroristes de Gaza.
Stéphane, ce qui a beaucoup été reproché ces dernières années au gouvernement israélien, principalement par les habitants du sud du pays et de tous bords politiques, c'est la situation de ce statu quo. Est-ce qu'on peut continuer comme ça indéfiniment avec des tirs sur Israël, des représailles et des cessez-le-feu qui ne résolvent rien? Non, bien sûr. Mais il faut être clair aussi là-dessus. Il n'existe que deux solutions. Il y a une solution, c'est éradiquer le Hamas. Et la deuxième, c'est composer avec lui. Et aujourd'hui, Netanyahou a décidé de composer avec le Hamas dans une sorte d'étrange politique qu'on a appelée à notre émission d'ailleurs le confinement. On va ajouter peut-être aujourd'hui le confinement apaisant, du moins appeasement. C'est très étrange, c'est-à-dire que sur les médias, on suit la campagne électorale, on y dit Netanyahou, le Likoud, Chazak, fort. Alors ils sont forts quand ils parlent aux Israéliens, puis quand ils parlent au Hamas, ils sont nettement moins forts parce qu'on est en train de donner au Hamas presque toutes les concessions qu'ils demandaient. Mais ce confinement apaisant, ça fonctionne pas. Comme on l'a entendu de la part de cet Israélien qui est intervenu il y a quelques minutes, ça fait 10 ans que ça dure. Il faudra tôt ou tard éradiquer le Hamas et les autres milices parce qu'on peut pas vivre sous la menace des milices islamiques à 70 kilomètres de Tel Aviv et de Jérusalem. Et puis le problème, on l'a dit souvent, c'est l'après-Hamas, c'est-à-dire que militairement, en 3 jours à peu près, suivant l'intensité et le nombre de soldats qu'on y met, eh bien, on pourrait obtenir une victoire sur le Hamas. Mais ensuite, il y a 1,5 million de Gazaouis à gérer. C'est gérable. Mais pour y parvenir, pour obtenir un résultat, il faut transférer une partie des pouvoirs à la population, lui confier des responsabilités, et c'est très précisément ce que Netanyahou ne veut pas faire. Parce que pour lui, transférer des responsabilités politiques à la population palestinienne et partant à des groupes, n'importe lesquels, on pense surtout à l'autorité palestinienne, c'est mettre le pied à l'étrier en État palestinien à Gaza. Et dans ses choix, il préfère tout simplement ces violences cycliques suivies de cessez-le-feu, qui sont pas vraiment des cessez-le-feu, mais en tout cas pas de responsabilisation de la société civile à Gaza. Ça, il ne le veut pas. C'est pour ça que il se déroule ce qui se passe actuellement entre Israël et Gaza. Stéphane, on vous entend une fois de plus très critique envers Benjamin Netanyahou. On est à quasi une semaine jour pour jour des élections en Israël. Je me dois de vous poser la question. Comme ça, est-ce que les choses, elles seraient différentes aujourd'hui si c'est Benny Gantz et Yair Lapid qui étaient à la tête de l'État hébreu? Je suis presque obligé d'être critique aux dépens de Benjamin Netanyahou, mais je vous assure et j'assure les auditeurs que je garde en cap une orientation qui est très neutre. Si vous entendiez les critiques qui viennent de droite, de gauche, du gouvernement même de Netanyahou, notamment par rapport à ces messages électoraux à la télévision qui sont vraiment très très surprenants, qui vont pas du tout avec ce dont on parle ce matin. Alors pour vous répondre précisément, il faut déjà constater qu'avec Netanyahou, ça fonctionne pas. Je peux pas dire autre chose que ça. Ça fait 10 ans que ça fonctionne pas. Ça fait 10 ans, aujourd'hui y compris, qu'il n'existe pas de modèle stratégique pour résoudre le problème de Gaza. Et il existe des chances au moins théoriques pour que 3 ex-chefs d'état-major commence par déterminer un modèle stratégique. Alors, ça peut sembler sorcier en vocabulaire compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. Déterminer un modèle stratégique, Jim, ça veut tout simplement dire qu'est-ce qu'on veut faire avec Gaza. Pas comment on va le faire, ça c'est de la tactique, mais la stratégie c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec Gaza. Et il apparaît que Benjamin Netanyahou n'a pas répondu à cette première question. Donc il existe effectivement une possibilité que de manière posée, sans avoir
et toutes les menaces qui pèsent sur l'actuel Premier ministre, eh bien, les bleus et blancs, comme on les appelle, eh bien, est une pause et plus de sérénité pour définir, pour répondre à cette première question, parce que tous les auditeurs vont nous comprendre quand nous disons que sans définir ce qu'on veut faire, comment on voit Gaza, comment on voit la cohabitation, avec qui à Gaza, il faut répondre à ces questions avant d'intervenir, puisqu'on a fait une nouvelle fois, c'est qu'on intervient sans se poser ces questions. Donc l'armée, elle fait ce qu'on lui demande de faire, mais elle peut pas résoudre les questions les plus fondamentales. Et puis ce qu'il faut aussi se dire, pour terminer, c'est que le Hamas restera le Hamas, même avec bleu et blanc. C'est-à-dire que je m'attends pas du tout à un miracle avec une éventuelle victoire du parti de Gantz et Lapid. C'est nous qui devons changer. Eux, ils ne changeront pas. Ils n'ont pas les moyens de changer parce qu'ils font ce qu'ils font, ils obtiennent ce qu'ils obtiennent avec des moyens qui sont somme toute assez dérisoires. Si le Hamas cesse de tirer sur Israël, eh bien le Hamas perd sa raison d'être. Le Hamas, c'est pas une puissance économique ni industrielle qui aurait pour vocation de réduire les 65% de chômage à Gaza. Si c'était le cas, on le saurait. Non, le Hamas, c'est cette mouvance, cette organisation islamiste qui est pour le djihad, c'est-à-dire l'islamisation du monde, et qui n'a pas hésité en période d'accalmie ce week-end à envoyer 4 jeunes à la mort dans des provocations totalement inutiles contre les soldats israéliens. C'est quand même assez spécial d'organiser des manifestations et d'organiser derrière des ambulances et des cercueils au même moment de la manifestation, alors qu'on n'est pas du tout obligé d'organiser ces manifestations.